Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horreur, comme d'habitude un petit peu j'ai envie de te dire. Alors je sais pas si vous l'avez entendu dans ma phrase, je me fais cut par ma bouteille d'eau qui commence à faire des poucs comme ça. Voilà, des fois je suis obligé de refaire des prises à cause des bouteilles d'eau. Voilà, c'est simple, super. Bref, on commence bien la vidéo. Bon allez, si vous kiffez les vidéos du petit Delcor, un petit pouce bleu et un abonnement. Ça c'est pour ceux qui sont pas encore abonnés. Mais si t'es pas encore abonné, pourquoi? Parce que c'est ta première vidéo? Ok, je te laisse quelques threads, tu vas kiffer. Quelques vidéos même, regarde bien quelques vidéos. Et puis si t'aimes, rejoins-nous. On est plus de 54 000 abonnés sur la chaîne pour l'objectif des 100 000 abonnés. Clairement, vas-y, fais-toi plaisir, il y a encore un peu de marge, donc rejoins-nous. Allez, viens. Et tu peux également m'écouter en podcast audio sur Spotify. Avec un petit 5 étoiles au passage, ça m'aide à être mieux référencé avec l'algorithme. Et en plus de ça, maintenant, il y a 10 heures. Voilà. Bon allez, je vous prends pas plus de temps, on va commencer avec ce premier thread. Alors, pour cette première histoire, c'est celle de Jake. Et notre petit Jake, il bosse dans les champs depuis qu'il a 18 ans. Alors, c'est pas par passion, c'est juste parce que c'est ce qu'il y a dans le coin. C'est une petite ville paumée des États-Unis, genre bled agricole où tout le monde connaît tout le monde. Où il y a un supermarché et 3 églises. Le genre d'endroit où si t'as pas de diplôme, tu finis soit à l'usine, soit dans les champs. Et Jake, il a choisi les champs. Enfin, choisi, c'est un grand mot. Son père bossait déjà là-bas, son grand-père aussi. Alors quand le patron a proposé de l'embaucher après le lycée, Jake a dit oui. Il travaille pour une grosse exploitation agricole, des centaines d'hectares de maïs, de blé, de soja. Et cette année, il y a du maïs à popcorn. Ouais, du maïs spécialement cultivé pour faire du popcorn. Jake, il savait même pas que ça existait avant de commencer à bosser ici. Les champs de popcorn, c'est différent du maïs normal. Les tiges sont un peu plus hautes, plus serrées, et quand t'es au milieu, tu vois rien. Que des tiges, des feuilles, du verre partout. C'est oppressant, limite claustrophobe. Jake aime pas trop y aller, mais bon c'est son taf. Ce jour-là, un mardi de fin septembre, Jake bosse toute la journée dans les champs. Il fait chaud, genre 30 degrés facile, le soleil tape comme un malade. Il sue comme un porc, boit 3 litres d'eau, mange son sandwich à l'ombre d'un tracteur. Vers 19 h, la journée se termine. Jake range ses outils, monte dans son pick-up pourri et met le contact. Il démarre, roule sur le chemin de terre qui mène à la route principale. Et là, il réalise, son téléphone, il l'a plus. Il fouille ses poches, rien. Il vérifie le siège passager, rien. Il regarde dans la boîte à gants, sous le siège, dans le vide-Porsche, et toujours rien. C'est pas possible. Il a dû le perdre dans les champs. Jake soupire, il a 2 options. Soit il laisse tomber et il achète un nouveau téléphone demain, soit il retourne le rechercher maintenant. Sauf que Jake est soi-disant pauvre, genre vraiment pauvre. Son téléphone, c'est un iPhone qu'il a payé en 12 mensualités. Il peut pas se permettre d'en racheter un, alors il fait demi-tour. Il est 19h30 quand Jake se gare à nouveau près des champs. Le soleil commence à descendre, mais il fait encore jour. Ça va, il a le temps. Il descend du pick-up, met ses bottes, prend une lampe torche dans le coffre, juste au cas où. Puis il se dirige vers le champ de popcorn, là où il bossait cet après-midi. Les tiges font genre 2 mètres de haut, facile, et quand Jake entre dedans, il est englouti. Les feuilles lui frottent les bras, le visage, ça crisse, ça gratte, c'est désagréable. Il avance lentement, les yeux rivés au sol, il cherche son téléphone. Il se souvient à peu près de l'endroit où il était, près du tracteur côté est du champ. Il marche, scrute et écarte les tiges. Rien, alors il continue pendant 10 minutes, 20 minutes, toujours rien. Le soleil baisse, le ciel devient orange, puis rose, puis violet. Les ombres s'allongent entre les rangées de maïs. Jake commence à flipper un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Parce que les champs, la nuit, c'est pas rassurant. Y a pas de lumière, pas de repères, c'est facile de se perdre. Il veut sortir son téléphone, mais non, il l'a pas. Il serre les dents, continue à scruter. Puis il entend un bruit. Un craquement, comme quelqu'un qui marche sur une branche. Jake se fige et il écoute. C'est le silence. Il se dit qu'il a rêvé, que c'est le vent ou un animal, je sais pas, peut-être un raton laveur, peut-être même un cerf. Bref, il reprend sa recherche. Nouveau craquement, plus proche cette fois. Jake se retourne, regarde entre les tiges. Rien. Son cœur bat un peu plus vite. Il y a quelqu'un? Sa voix résonne bizarrement dans le champ. Pas d'écho, mais comme étouffé par les tiges. Pas de réponse. Jake fronce les sourcils. Il serre sa lampe torche un peu plus fort. Il l'allume, balaye le faisceau entre les rangées de maïs. Rien. Il se dit qu'il délire. Qu'il est juste fatigué, qu'il a bossé 10 heures sous le cagnard et que son cerveau lui joue des tours. Il continue à chercher, mais maintenant il est tendu. Tous ses sens sont en alerte. Et là il le voit.
son téléphone, posé par terre, entre deux tiges. Écran fissuré, mais encore allumé. Jake souffle de soulagement. Il se baisse, le ramasse, vérifie qu'il fonctionne. Oui, batterie à 12%, mais au moins, il fonctionne. Il se relève, prêt à se casser, et il entend des pas. C'est pas des craquements, c'est clairement des pas. Lourds, réguliers, qui se rapprochent. Jake se retourne, braque sa lampe, et là, il voit une silhouette, à une dizaine de mètres, entre les tiges. Une forme humaine, grande, immobile. Jake sent son sang se glacer. « Qui êtes-vous » La silhouette bouge pas, ne répond pas. Jake recule d'un pas, et la silhouette avance d'un pas. Jake fait demi-tour, commence à marcher vite. Pas courir, pas encore, juste marcher vite. Genre, je flippe, mais je veux pas montrer que je flippe. Derrière lui, les pas reprennent, plus rapides. Jake accélère, commence à courir, et les pas derrière lui aussi. Jake cavale entre les rangées de maïs, lampe torche dans une main, téléphone dans l'autre. Les tiges lui fouettent le visage, les bras, il trébuche et se rattrape, mais il continue. Il entend la silhouette derrière lui, proche, trop proche. Il ose pas se retourner, il court droit devant, sans savoir où il va. Le champ est immense, genre vraiment immense, des hectares et des hectares. Jake sait même plus où est la sortie. Tout se ressemble, les tiges, les rangées, le sol sec. Il continue à courir, ses poumons brûlent. Ses jambes commencent à trembler. Il a bossé toute la journée, il est crevé, il peut pas tenir longtemps. Derrière lui, les pas ne ralentissent pas. Jake tourne à gauche, puis à droite. Il essaye de semer son poursuivant, mais les pas suivent, toujours là, comme s'il savait exactement où il allait. Jake commence à paniquer pour de vrai. Son cœur bat tellement fort qu'il l'entend dans ses oreilles. Sa respiration est sifflante, douloureuse. Il trébuche sur une racine, s'étale de tout son long. Le téléphone vole de sa main et atterrit quelques mètres plus loin. Jake se relève, genoux en sang, main écorchée. Il rampe vers son téléphone et le récupère. Les pas se rapprochent et Jake se lève, repart en courant. Mais il fatigue vraiment. Ses jambes sont en coton, ses poumons sont en feu. Il en peut plus. Il ralentit malgré lui, se met à marcher. Vite, mais marcher quand même. Les pas derrière lui ralentissent aussi. Et reste à distance, comme s'il le suivait juste, sans essayer de le rattraper. Jake jette un coup d'œil par-dessus son épaule et il braque sa lampe. La silhouette est là, à 5 mètres, immobile. Jake la fixe et essaye de voir le visage. Mais la lumière de sa lampe est trop faible. Tout ce qu'il voit, c'est une forme. Grande, large d'épaules, habillée de sombre. « Qu'est-ce que vous me voulez ?» Pas de réponse. Jake se remet à courir, la silhouette également. Ça dure une éternité, Jake court, s'arrête et repart. La silhouette suit, toujours à la même distance. Jamais plus proche, jamais plus loin. Jake est au bout du rouleau. Il peut plus. Ses jambes refusent d'avancer. Il tombe à genoux, souffle court, vision trouble. Il attend, il se dit que c'est fini, que la silhouette va arriver, va lui sauter dessus et même le tuer. Mais rien ne se passe. Il lève la tête, braque sa lampe. Plus personne. La silhouette a disparu. Jake reste là, à genoux, haletant, tremblant. Il écoute. Il n'y a plus de pas, il n'y a plus de bruit. Juste le vent dans les tiges. Il se force à se relever, regarde autour de lui. Toujours perdu au milieu du champ. Il sort son téléphone, 3% de batterie. Il ouvre l'application GPS, attend que ça charge. Allez, il faut que ça charge. Et ça charge enfin. La carte s'affiche, il voit où il est. À l'opposé de là où il a garé son pick-up. Genre à 1 km facile. Il commence à marcher lentement, prudemment, lampe allumée, téléphone en main. Il marche pendant 20 minutes, peut-être plus. Ses jambes sont en plomb, il titube, trébuche, mais il avance. Il avance, ouais, mais à tâtons. Son téléphone est tombé en rade. Et enfin, il voit la sortie. Les tiges s'écartent, il voit le chemin de terre, son pick-up garé au loin. Jake sort du champ, jambes flageolantes. Il se retourne, jette un coup d'œil derrière. Le champ est silencieux, immobile. Il court jusqu'à son pick-up, ouvre la portière, monte et verrouille les portes. Il met le contact, démarre, roule à fond sur le chemin de terre. Il regarde dans le rétroviseur. Y a rien. Il roule jusqu'à chez lui, main tremblante sur le volant. Il se gare devant sa maison, coupe le moteur et reste assis là, à respirer. Il regarde son téléphone, écran fissuré. Mais au moins, il l'a récupéré. Il sort du pick-up, entre chez lui, verrouille la porte derrière lui. Il va dans la salle de bain, se lave le visage, regarde ses genoux écorchés, ses mains tremblantes. Il a survécu, mais il sait qu'il retournera jamais dans le champ. Le lendemain, Jake se pointe au boulot. Son patron lui demande d'aller bosser dans le champ de popcorn. Jake dit non. Pourquoi ? Jake hésite, puis il dit « J'y retourne pas, c'est tout ». Le patron fronce les sourcils, mais il insiste pas. Il l'envoie ailleurs. Et Jake passe le reste de la saison à éviter ce putain de champ. Des fois, en fin de journée, quand le soleil descend, il le regarde de loin. Les tiges hautes, les ombres longues. Et il se demande si la silhouette est toujours là, à attendre. Et franchement, il préfère pas savoir.
Alors, c'est comme ça que se termine ce premier thread, et à la base, j'avoue que je pensais que c'était un thread normal. Enfin en tout cas, j'en sais rien. Hein. Attendez, je ne sais pas si le thread est de type normal, entre guillemets, ou paranormal. Mais c'est vrai que là, c'est en ayant fait la semaine dernière des threads paranormal, je me suis dit, mais attends, peut-être que celui-là est paranormal, là, pendant que j'étais en train de vous le lire. Parce que en vrai, moi à la base, j'étais en mode, c'est un mec fou qui veut juste rester à distance. Alors je sais pas. C'est bizarre de suivre un mec comme ça, juste de le faire flipper comme ça. Après, l'écran qui s'est fissuré, bah c'est bien quelqu'un qui l'a fait, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc, est-ce qu'il y a juste un mec qui voulait le faire flipper? Est-ce que c'est un collègue, un truc? Je sais pas. C'est bizarre. N'hésitez pas si vous avez des théories. Bon, allez, on va passer au second thread. Alors, pour ce thread 2, on est sur l'histoire de la petite Sophie. Enfin, je dis la petite Sophie, elle a 26 ans quand même. Et c'est pas les malheurs de Sophie, quoique. Voilà, je spoile pas, mais ça pourrait. Et notre petite Sophie, bah elle est partie marcher, comme on part fuir. Pas besoin de raisons compliquées, mais juste besoin d'air, de silence, d'un truc qui ressemble à un reset. Elle a pris un sac, une gourde, un vieux kawaii et une tente légère. Elle s'est dit une nuit dehors, une vraie. Une nuit où personne ne lui parle, où elle dort mal, mais où c'est elle qui a choisi. La randonnée commence bien, la forêt est dense, humide, pleine d'odeurs de terre. Les chemins sont marqués, mais pas trop. Ça lui plaît, ça fait loin sans être dangereux. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Vers la fin d'après-midi, le temps change. Au début, c'est juste un vent qui se lève. Celui qui te fait relever la capuche, puis ça devient un vent lourd. Un vent qui te pousse, puis te freine. Un vent qui te siffle dans les oreilles et fait claquer les feuilles comme des mains. Sophie regarde le ciel. Il fait gris et bas. Le genre de ciel qui annonce rien de bon. Elle se dit qu'elle va trouver un coin abrité, monter la tente vite et s'enterrer dedans et attendre. Mais plus elle avance, plus le vent devient violent. Les arbres grincent, les branches bougent comme si elles voulaient se décrocher. Une fois, une branche tombe à 10 mètres d'elle. Un bruit sec, brutal, comme un avertissement. Elle s'arrête, elle comprend qu'elle ne montera pas de tente dans ce bordel. Pas ce soir. Alors elle cherche autre chose. Un renfoncement, une clairière protégée, un vieux abri de randonneur, n'importe quoi. Elle suit un petit sentier sur la droite, pas sur la carte. Un chemin qui ressemble à une habitude plus qu'à une randonnée officielle. Au bout de 20 minutes, elle voit une construction. Une petite maison, une cabane, mais solide, un vrai toit, des volets, une cheminée et surtout de la fumée. Sophie ralentit. Son instinct lui dit « Attention !» Son corps lui dit « Oh du chaud !» Elle avance quand même. Elle voit une clôture basse, presque symbolique, une cour avec un tas de bois, des jouets d'enfants abandonnés près d'une marche, une petite botte en plastique dans la boue, comme si quelqu'un était sorti en vitesse. Elle arrive devant la porte, elle frappe, et la porte s'ouvre presque immédiatement, comme si on l'attendait. L'homme a la quarantaine passée, peut-être plus. Il est grand, pas musclé, juste large. Large comme un gars qui a porté des trucs lourds toute sa vie. Il a une barbe pas finie, les yeux cernés et cette odeur de l'alcool. Pas agressive mais bourrée, plutôt toujours là. Derrière lui, 2 enfants, un garçon et une fille. Il ne bouge pas, il la regarde. Le regard des enfants, parfois, ça juge sans savoir. Mais là, c'est pas ça. C'est un regard qui observe, qui note et qui classe. L'homme demande ce qu'elle veut. Sophie explique, la randonnée, le vent, la tente, le chemin. Elle parle vite, un peu trop, comme si elle devait prouver qu'elle n'est pas une menace. L'homme l'écoute, il ne dit rien pendant quelques secondes, puis il fait un geste de la tête. Il la laisse rentrer. À l'intérieur, c'est chaud, pas étouffant, juste rassurant. Sophie sent la chaleur lui tomber sur les épaules, comme une couverture. La maison est propre, trop propre pour un endroit aussi isolé. Pas le propre maniaque, le propre organisé. Comme si chaque chose avait une place précise et que personne n'avait le droit de dévier. Sur les murs, il y a des dessins d'enfants, mais pas des soleils, pas des licornes. Des champs, des arbres au loin, des lignes d'herbes hautes, des silhouettes de maisons. Toujours le même décor, comme si tout leur monde tenait là. L'homme dit qu'ils vivent ici, lui et ses enfants, que le coin est isolé, que personne passe, que le vent peut durer. Il dit qu'il y a une chambre libre. Sophie hésite, elle devrait refuser, parce que c'est bizarre. Parce que c'est dangereux, parce qu'elle ne connaît pas ces gens. Mais dehors, ça souffle comme si quelqu'un voulait arracher la forêt. Et Sophie, elle est fatiguée. Alors elle dit oui. Elle pose ses affaires dans la chambre d'amis. Le lit est fait, trop bien fait. Les draps sont tendus comme un lit d'hôtel. Sur la commode, il y a une bougie et un verre vide. Et une photo retournée face contre le bois. Sophie n'y touche pas. Le soir, ils mangent. Pas vraiment en famille, pas vraiment ensemble.
Ils sont assis à table, 4 places, 4 assiettes. Sophie se dit que c'est juste une habitude, qu'ils ont sorti une assiette en plus sans réfléchir. Mais quand elle regarde, elle voit que la 4e assiette n'est pas en plus. C'est une place, une vraie place. Comme si quelqu'un manquait. L'homme boit, encore. Les enfants mangent sans parler. Sophie essaye de faire la conversation. 2 phrases, 3, ça tombe à plat. La nuit, elle a du mal à dormir. Le vent cogne contre les murs. Le bois craque. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est l'impression. Celle que la maison écoute. Comme si le silence entre 2 rafales était plein de quelque chose. Sophie s'endort par morceaux. Elle se réveille tôt. Pas parce qu'elle est reposée, parce que son corps n'a pas confiance. Elle reste immobile quelques secondes à écouter. Pas de vent là, juste un bruit léger, comme des pas, comme du bois qui travaille, puis plus rien. Quand elle se lève, elle voit un détail qui la gêne. Sur la table de chevet, il y a une tasse, du café, encore tiède. Elle fronce les sourcils, elle se dit peut-être qu'ils l'ont mise là hier soir, peut-être qu'elle l'a pas vue, mais non, elle l'aurait vue. Elle descend. Dans la cuisine, les enfants sont déjà là, assis, droits, calmes. L'homme est debout près de l'évier. Il a l'air d'avoir mal dormi. Il se verse quelque chose dans une tasse qui n'a pas l'odeur du café. Il dit bonjour à peine. Sophie dit qu'elle va partir dès que le vent se calme. L'homme répond juste « ouais », comme s'il avait déjà entendu ça 1000 fois. Puis il dit qu'il doit sortir pour couper du bois, vérifier un truc. Aller là-bas. Il parle flou, c'est toujours flou. Et il demande, sans vraiment demander, si Sophie peut s'occuper des enfants. Elle ouvre la bouche pour dire non, puis elle voit la pluie derrière la fenêtre. Le chemin boueux, le ciel toujours lourd. Alors elle dit oui. L'homme enfile une veste, attrape ses clés et part. Et là, quelque chose se passe. Les enfants se lèvent, sortent des cahiers, des livres, des feuilles. Ils s'installent à la table du salon avec une précision presque militaire. Ils font l'école à la maison. Sophie ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des enfants qui jouent, qui crient, qui font n'importe quoi. Mais non, ils écrivent, ils lisent, ils soulignent, ils recopient. Au bout d'un moment, la petite fille pousse un cahier vers Sophie. Elle demande de corriger. Sophie corrige. Elle se dit que ça ne coûte rien. Le garçon fait pareil. C'est des maths, des phrases, des leçons. Sophie se surprend à être à fond dedans, à expliquer, à aider, à parler doucement, comme on parle à des enfants. Et c'est là que la première phrase tombe. La petite fille dit, sans lever les yeux, que c'est bien que Sophie soit là. Sophie sourit, elle est gênée, elle dit merci, mais l'enfant continue. Elle dit que maintenant ils vont avoir une nouvelle maman, que papa sera moins déprimé. Le garçon ajoute très calmement que papa arrêtera de boire de l'alcool, ou au moins il boira moins. Sophie rigole un peu, nerveusement, parce que ça ressemble à une blague, mais eux ne rient pas, et ils enchaînent. Ils expliquent comme un planning. Sophie pourra faire les devoirs, Sophie pourra continuer l'école à la maison, Sophie pourra faire à manger, comme avant. Sophie pourra rester, parce que la place est libre. Sophie demande ce qu'ils veulent dire par là. Les enfants la regardent, surpris qu'elle ne comprenne pas. Le garçon dit que l'ancienne maman n'est plus là. Il dit ça calmement, sans tristesse, sans colère, comme s'il disait qu'un meuble a été déplacé. La petite fille ajoute qu'elle était gentille, qu'elle chantait en faisant la vaisselle, qu'elle les embrassait sur le front quand ils faisaient des cauchemars, qu'elle disait à papa d'arrêter de boire. Puis elle a dit la phrase, la vraie. Elle dit que maintenant, elle est dans les champs. Sophie croit mal entendre. Les champs ? Quels champs ? La petite fille fait un geste vers la fenêtre. Derrière la maison, elle voit une étendue d'herbe haute, sale, jaunie, qui part jusqu'à la forêt. Elle dit alors, elle est là-bas, et elle reprend ses exercices. Sophie reste figée. Elle se dit, bon, c'est une métaphore, c'est une façon de parler. Peut-être qu'elle est partie travailler, peut-être qu'elle est enterrée dans leur imagination. Mais les enfants n'ont pas l'air de jouer. Plus tard, Sophie va aux toilettes, se lave les mains, se regarde dans le miroir. Elle se dit qu'elle se fait des films. Elle se dit, t'es fatigué, t'as mal dormi, c'est du vent et du silence. Ça te rend parano. Quand l'homme revient en fin d'après-midi, il a les joues rouges et les yeux humides. Il sent l'alcool un peu plus fort. Il demande si ça s'est bien passé. Sophie dit oui. Elle ne parle pas des phrases, pas encore. L'homme hoche la tête. Il dit que les enfants l'aiment bien. Puis il dit presque doucement, ça leur fera du bien. Sophie sent un froid dans le ventre. Le soir, elle monte se coucher tôt. Avant d'éteindre, elle regarde la photo retournée sur la commode. Elle résiste, puis elle la retourne. C'est une femme. 30 ans peut-être, cheveux attachés, sourire fatigué, mais vrai. Et sur la photo, derrière elle, les champs. Sophie repose la photo face contre le bois, et elle ne dort pas. Au matin, le vent a baissé, mais pas assez. Sophie pourrait partir peut-être, mais le chemin est trempé, glissant. Et il y a un truc en elle qui hésite. Pas envie de rester, non,
plutôt comme si elle voulait comprendre. L'homme lui demande encore de s'occuper des enfants. Cette fois, c'est encore plus naturel, comme si c'était acquis. Sophie dit qu'elle a prévu de repartir aujourd'hui. L'homme répond juste « Tu peux repartir demain. Aujourd'hui, c'est pas prudent. » Il dit ça sans agressivité, sans menace, mais ça sonne comme une décision déjà prise. Et il part. Sophie reste avec les enfants, ils reprennent l'école, toujours sérieux, toujours calme. Il y a ces petits détails. Les enfants savent déjà ce que Sophie boit. Ils posent une tasse devant elle, pas la même que la veille. Une tasse différente, une tasse avec un petit motif de fleurs, comme une tasse de maman. Sophie ne l'a même pas demandé. Elle remarque aussi que ses affaires ont bougé. Son sac n'est plus exactement où elle l'avait posé. Ses chaussures sont alignées, son kawaii est accroché sur un crochet près de la porte. Un crochet vide hier. Elle pense à la place libre. Elle essaye de parler des champs. Elle demande doucement où est leur maman, vraiment. Le garçon la regarde, perplexe, comme si elle posait une question bête. Bah, elle est dans les champs. La petite fille ajoute que papa l'a mise là-bas, qu'il fallait. Parce qu'elle pleurait trop, parce qu'elle voulait partir, parce qu'elle disait qu'elle en pouvait plus. Sophie a la nausée, elle demande si c'est une blague. Et les enfants ne comprennent même pas pourquoi elle dit ça. Il semble sincère. L'après-midi, Sophie sort prendre l'air, juste quelques minutes. Le ciel est bas, les champs bougent lentement avec le vent. Et Sophie voit les traces. Pas des traces nettes comme dans la neige. Des chemins dans l'herbe. Des lignes comme des passages répétés. Comme si quelqu'un marchait toujours au même endroit ou tirait quelque chose. Sophie recule et rentre. Elle se dit qu'elle partira demain, quoi qu'il arrive. Le soir, l'homme boit plus. Il parle plus aussi. Mais ça rend pas les choses plus claires. Ça rend juste tout plus sale. Il raconte qu'il était heureux avant. Qu'ils avaient une organisation. Que les enfants étaient calmes grâce à elle. Qu'elle savait gérer la maison. Qu'elle savait tenir tout le monde. Puis il dit qu'elle a voulu partir et que ça l'a détruit. Sophie l'écoute, immobile. Elle comprend que ce gars n'est pas juste triste. Il est bloqué. Et quand un homme bloqué trouve quelqu'un qui peut remplir le vide, il s'accroche. Le soir, Sophie ferme sa porte avec le petit loquet. Elle n'avait pas remarqué qu'il y avait un petit loquet. Maintenant, voilà, elle le fait. Dans la nuit, elle entend un bruit. Pas dans la maison, dehors. Un bruit sourd dans les champs. Quelque chose qui traîne. Un frottement régulier. Sophie se lève, colle son visage à la fenêtre. L'herbe bouge, la lune est cachée. Mais il y a juste assez de lumière pour distinguer une silhouette. Une silhouette au loin, dans les champs. Sophie reste figée. Elle cligne des yeux. Elle regarde encore. La silhouette ne bouge pas. Elle recule. Et elle entend très près un petit bruit dans le couloir. Comme si quelqu'un était debout derrière sa porte. Sophie ne respire plus. Le bruit s'éloigne, lentement. Sophie ne dort pas, elle reste allongée, les yeux ouverts, à fixer le plafond. Elle écoute la maison, elle connaît maintenant son rythme. Les craquements, les silences, les moments où le bois se tend, comme un muscle. Au matin, elle se lève avant les autres. Elle met ses chaussures sans faire de bruit. Elle referme son sac lentement. Elle se dit qu'elle partira sans expliquer, juste marcher, ne pas provoquer, ne pas faire de scène. Mais en bas, tout est déjà prêt. La table est mise, 4 assiettes, encore. L'homme est assis, les enfants aussi. Il la regarde entrer, comme si elle arrivait en retard à quelque chose d'important. Sophie dit qu'elle doit partir, personne ne répond tout de suite. Puis l'homme parle. Il dit que ce n'est pas le bon moment, que le chemin est encore mauvais, qu'elle peut attendre un peu. Il parle doucement, trop doucement. Sophie sent la même sensation que la veille, ce glissement, comme si la maison essayait de la garder. Elle dit qu'elle a besoin de prendre l'air avant de partir, qu'elle reviendra juste prendre ses affaires. L'homme hésite, les enfants la regardent, puis il hoche la tête et Sophie sort. L'air est froid, le ciel est bas, les champs sont encore humides de la pluie de la nuit. Elle marche droit devant, elle ne regarde pas derrière elle. Elle ne sait pas vraiment ce qu'elle cherche, elle sait juste qu'elle doit comprendre. Parce que tant qu'elle ne sait pas, elle reste coincée. Elle s'enfonce dans l'herbe haute, les tiges mouillées collent à son pantalon. Elle remarque à nouveau ces passages dans l'herbe, toujours les mêmes, comme un chemin discret. Elle suit, puis elle avance, puis elle sent l'odeur, pas violente, pas choquante, une odeur ancienne, terre retournée, humidité stagnante. Elle arrive à un endroit où l'herbe est plus basse, pas aplatie au hasard, replacée. Sophie s'agenouille, elle gratte la terre avec ses doigts, lentement. Elle tremble, mais elle continue. Elle sent quelque chose de dur, un morceau de tissu, puis une manche, puis des cheveux. Sophie recule d'un coup, elle tombe sur les fesses. Elle a le souffle court, ce n'est pas une scène de film. Il n'y a pas de squelette propre, juste ce qu'il reste d'une femme qu'on a cachée. La maman.
la vraie. Sophie comprend alors. Elle n'est pas partie, elle n'est pas dans les champs comme une image. Elle est là, littéralement. Sophie se relève, les mains couvertes de terre, et puis elle entend un bruit derrière elle. Un pas, puis un autre. L'homme est là. Il ne court pas. Il n'a pas l'air fou. Il a l'air épuisé. Il dit qu'il n'a pas voulu ça, qu'elle voulait partir avec les enfants, qu'elle criait, qu'elle disait qu'elle allait tout détruire. Il dit qu'il a paniqué. Il dit qu'après, il a juste essayé de continuer pour les enfants, pour que la maison tienne encore. Il dit que Sophie aurait pu l'aider, qu'elle était calme, qu'elle faisait du bien aux enfants. Sophie l'écoute, mais elle recule. Elle dit doucement qu'elle comprend, qu'elle n'en parlera pas, qu'elle veut juste partir. L'homme secoue la tête. Il dit qu'elle ne peut pas partir maintenant, pas après avoir vu ça. Il avance d'un pas. Sophie sent la panique monter, mais elle la force à rester basse. Elle parle doucement. Elle dit qu'elle va revenir à la maison, qu'elle va réfléchir, qu'elle va rester encore un peu. L'homme hésite, et c'est là que Sophie bouge. Elle lui balance la poignée de terre qu'elle a encore dans les mains en plein visage. Pas pour faire mal, mais pour aveugler. Il recule en jurant. Sophie court, pas vers la maison, vers la forêt. Elle court sans réfléchir, elle trébuche, elle se relève, elle se coupe sur les ronces. Elle glisse dans la boue, elle entend un cri derrière elle. Un cri de colère, de peur également. Elle entend les enfants appeler. Ils crient son prénom. Ça lui donne envie de s'arrêter, mais elle continue. Elle court jusqu'à sentir ses poumons brûler, jusqu'à ne plus entendre la maison, jusqu'à tomber sur le sentier principal. Elle marche encore longtemps, elle ne sait pas combien de temps. Quand elle tombe enfin sur d'autres randonneurs, elle s'effondre. Elle parle, elle pleure, elle tremble. Les secours arrivent, elle retourne sur les lieux avec eux. Elle montre l'endroit, elle montre les champs, mais la maison est vide, pas disparue, vide. Les meubles sont là, les dessins aussi, mais personne. Dans les champs, ils trouvent la tombe, une seule, la maman. Sophie fait sa déposition, elle raconte tout, les enfants, le père, les phrases, la place libre. Elle ne retrouvera jamais l'homme, ni les enfants. Sophie rentre chez elle quelques jours plus tard. Autant te dire qu'elle dort mal. Quand le vent souffle, elle se réveille. Elle ne fera plus jamais de camping seule. Et parfois, quand elle pense à ses enfants, elle se demande une chose. Est-ce qu'ils cherchent encore une maman ? Alors, l'histoire en soi, elle est triste. Les enfants n'ont plus de maman. Ils sont en même temps... Ils n'ont pas l'air terrorisés par le papa, mais voilà. Elle, pourquoi elle reste ? Je sais pas trop. Est-ce que c'est son côté maternel qui dit vas-y, il faut que je reste pour les enfants un petit peu, nanani, je sais pas trop. Est-ce qu'elle se dit ça va aller mieux ? Mais la métaphore était assez ouf. Elle est dans les champs. Non, il n'y a pas de métaphore en fait, elle est vraiment dans les champs. Ouais, tendu l'histoire, vraiment. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle est pas partie plus tôt. Ok, il y a du vent, ok, mais je pense pas que c'est une tempête non plus. Enfin, à voir, hein, j'y étais pas, hein. Donc à voir. C'était ça, hein. C'était une tempête de fou, et puis tu pouvais pas. Mais en tout cas, très bizarre, mais en tout cas, j'ai quand même bien aimé. En vrai, c'était cool quand même. Enfin, cool. Pour nous, l'histoire, parce qu'elle, pas cool, non ? Bon, allez, prochain thread. Bobby était alcoolique, et aujourd'hui, il est sobre depuis 9 ans. Et franchement, c'est la plus grande fierté de sa vie. Bravo à lui. Il commence à chercher de l'aide en seconde au lycée. Avec le recul, il est super reconnaissant que ça se soit passé à ce moment-là. Parce que s'il avait touché le fond plus tard, les choses auraient sûrement été bien pires. Ses parents vont même jusqu'à le changer d'établissement pour qu'il puisse repartir de zéro et rencontrer de nouvelles personnes. À 18 ans, quelques mois avant d'obtenir son diplôme, Bobby est déjà sobre depuis plus de 2 ans. Mais à ce moment-là, un problème apparaît. Il commence à dépasser l'âge limite pour la plupart des programmes de rétablissement destinés aux adolescents. Beaucoup de conseillers avec qui il travaillait se concentraient uniquement sur les jeunes. Donc Bobby doit commencer à chercher des groupes de soutien pour adultes. Il a grandi à Los Angeles, mais pas dans la partie touristique de la ville. Son quartier est rempli de magasins d'alcool à quelques pâtés de maison et de petites échoppes avec de grosses vitres en plexiglas. Dans cet environnement, l'alcoolisme est presque normalisé. Alors une fois les programmes pour adolescents terminés, Bobby commence à aller à des réunions des alcooliques anonymes tôt le matin, les mardis et jeudis. Les réunions ont lieu dans une petite église près de son école. Et comme il n'a pas cours ces jours-là, ça tombe plutôt bien. Après chaque réunion, Bobby reste souvent quelques minutes de plus. Parfois pour écrire dans son journal, parfois juste pour s'asseoir tranquillement. Un matin, un type reste après la réunion et lui demande ce qu'il est en train d'écrire. Bobby lui répond simplement qu'il tient un journal. Le type lui dit que l'idée lui plaît et qu'il aimerait essayer lui aussi. Après ça, le gars commence à s'asseoir à côté de Bobby à chaque réunion. Ils discutent un peu après les réunions. Au début, il a l'air plutôt normal.
et il a à peu près le même âge que Bobby. Il sait que Bobby va bientôt obtenir son diplôme et il lui demande s'il compte continuer à venir à ce groupe pendant l'été. Bobby lui répond qu'il n'en est pas encore sûr. Il vient de trouver un travail à l'autre bout de la ville et il cherche des réunions plus proches de son boulot. Et là, Bobby voit tout de suite que le gars n'aime pas du tout cette réponse. Parfois, on peut lire la déception sur le visage des gens. Et Bobby, dans ses réunions, a l'habitude de beaucoup parler. Il ne vient pas juste pour rester assis dans un coin. Il met de l'énergie dans la salle, il partage beaucoup et il aime penser que ça aide les autres à se sentir un peu mieux. Il pense que ce gars ressent la même chose. Et il pense aussi que c'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il parte. On lui a déjà dit qu'il parlait trop, alors peut-être qu'il se faisait des idées. Peut-être que tout le monde voulait juste qu'il se taise. Mais Bobby aime penser qu'il apportait quelque chose. Le type lui redemande plusieurs fois quand il compte changer de groupe. Et Bobby répond toujours qu'il ne sait pas encore, mais qu'il continuera de venir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Bobby ne se souvient même pas s'il a déjà dit le nom de son lycée, mais il portait toujours les couleurs de l'école, bleu, roi et or. Et comme son lycée est juste à côté de l'église, c'était pas très difficile à deviner. Puis arrivent les 2 dernières semaines de terminale, et là, c'est le chaos. Il y a des journées de relâche, des soirées pyjama, des fêtes d'adieu. Bref, Bobby rate plusieurs réunions des AA à l'église. Et finalement, il change complètement de groupe. Le jour de la remise des diplômes, tout se passe bien. Mais à un moment, Bobby voit ce type. Et c'est vraiment bizarre, parce qu'ils ne sont pas proches. Bobby ne l'a jamais invité et pourtant, il est là, au fond du magasin, en train de lui sourire, comme si c'était parfaitement normal. Après la cérémonie, il vient le voir. Il lui dit qu'il a apporté un cadeau, une boîte de chocolat avec un mot expliquant à quel point Bobby allait lui manquer. Et il lui conseille de repasser aux réunions un de ces jours. Bobby, un peu mal à l'aise, répond juste un truc du genre « merci », mais il ne retourne jamais à ces réunions. Toute cette situation lui paraît trop bizarre. Il préfère simplement ne plus revoir ce type. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que ce type se présente un jour à son nouveau travail. Bobby travaille alors au rayon cosmétique d'un grand magasin. Et le rayon cosmétique a sa propre caisse. La première fois que le type passe, Bobby le remarque. Puis il revient le lendemain et le surlendemain. À chaque fois, il ne parle pas. Il ne demande pas d'aide. Il traîne juste près du comptoir en regardant Bobby comme si de rien n'était. Et il ne fait même pas semblant d'être discret. Finalement, Bobby en parle à une collègue. Le genre de femme qui ne se laisse pas faire. Elle s'approche du gars et lui demande ce qu'il croit faire ici. Elle le confronte devant tout le monde. Elle lui dit qu'elle sait exactement pourquoi il est là et que c'est flippant et toxique. Quelques clients se retournent pour regarder. Le visage du gars devient rouge de honte. Et il part sans dire un mot. Après ça, Bobby et sa collègue en parlent au responsable. Et la responsable est contente qu'ils aient parlé. Mais elle leur dit que la prochaine fois, ils doivent la prévenir immédiatement. Mais finalement, il n'y a jamais eu de prochaine fois. Parce que le type n'est jamais revenu. Depuis ce jour-là, Bobby ne l'a plus jamais revu. Et il espère simplement que le gars s'est lassé et qu'il est passé à autre chose. Et honnêtement, Bobby ne cherche plus à comprendre ce qu'il voulait vraiment. Bon, déjà bravo à Bobby pour avoir éliminé cette cochonnerie de sa vie. Bravo à lui. Et ensuite, le relou de base. Voilà, le package, le petit package, le mec qui comprend pas. Ça c'est le package, dans tous nos threads, on les connaît. Celui-là, il va falloir que je fasse des catégories. PNJ de type 2. Voilà, c'est le mec comme ça, quoi. Le gars qui... Oh, peut-être c'est un problème mental, je sais pas. Je suis pas spécialiste. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les noms? Est-ce qu'ils ne sentent pas? Est-ce que ce délire-là de... Ah bon, je vais pas capter. S'il y a des psys, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, prochain thread. Il y a quelques années, Joris est étudiant et il loue une maison avec 3 amis dans une rue calme, dans l'une des villes les plus sûres et les plus privilégiées du Royaume-Uni. Franchement, il n'a jamais entendu parler d'événements bizarres dans ce quartier. Pour payer ses frais de scolarité et son loyer qui est assez cher, Joris travaille tard le soir dans un supermarché Asda qui ferme à minuit. Son service se termine souvent vers minuit et demi ou 1h du matin. Donc, il rentre très souvent à vélo en pleine nuit. Mais jusque-là, il s'est jamais rien passé. Ses colocataires qu'il a rencontrés à la fac ont 1 an d'avance sur lui. Ils sont déjà diplômés et ont commencé leur vie professionnelle. Donc quand Joris rentre tard le soir, ils dorment presque toujours. La maison est donc complètement calme quand il arrive. Un soir d'hiver, après une très longue journée de travail, Joris rentre chez lui à vélo. Il fait un froid glacial. Il est épuisé, donc il avance assez lentement, ce qui fait qu'il est probablement très discret sur la route. Et quand il tourne dans la rue où se trouve sa maison, ils habitent tout au bout, et il remarque quelqu'un devant la porte, un homme. Et c'est pas un de ses colocataires. Parce que cet homme est chauve et qu'aucune des personnes avec qui Joris vit ne l'est. Le type est juste là, planté devant la porte, immobile. Il ne frappe pas,
Il ne bouge pas, il ne parle pas, il regarde simplement droit devant lui. Et leur porte n'a rien de spécial, pas de vitre, pas de œilleton, rien. Juste une porte. Joris ralentit et instinctivement, il fait demi-tour avant que l'homme ne le remarque. Mais quelque chose ne va pas du tout. Il fait alors le tour de quelques rues autour, essayant de réfléchir à ce qu'il doit faire. Il a trop peur de rentrer. Donc, il commence à appeler ses colocataires. Mais personne ne répond. Il envoie aussi des messages à quelques amis en espérant que quelqu'un soit encore réveillé. Mais là aussi, rien. Dans le froid, Joris voit sa respiration dans l'air. Ses doigts commencent à geler sur le guidon du vélo. Alors, il continue de rouler dans des rues, un peu mieux éclairées, là où il y a encore quelques voitures qui passent. Être près de la circulation lui semble plus sûr. Au bout d'un moment, il se calme un peu, mais il est complètement épuisé. Il vient de travailler 12 heures, il est presque 3 heures du matin, la batterie de son téléphone est presque vide, et tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Alors il décide de retourner dans sa rue, et il tourne à nouveau au coin. Et là, l'homme est toujours là, exactement dans la même position, toujours en train de fixer la porte. Joris fait immédiatement demi-tour et retourne vers la route principale. Mais cette fois, la rue est encore plus calme qu'avant. Et là, Joris fait une vraie crise de panique. Il ne sait plus quoi faire. Et pour une raison qu'il ne comprend toujours pas aujourd'hui, il n'appelle pas la police. Il ne sait même pas pourquoi. Il pense simplement qu'il est resté complètement paralysé par la peur. Finalement, un ami à qui il avait envoyé un message plus tôt lui répond. Son ami est encore réveillé et Joris lui demande s'il peut venir chez lui. Heureusement, son ami accepte. Le trajet prend un certain temps, mais Joris finit par arriver chez lui vers 4 heures du matin. Il est épuisé, mais au moins, il est en sécurité. Il suppose que l'homme a fini par partir parce que le lendemain matin, aucun de ses colocataires n'a rien remarqué. Alors, au type chauve qui reste planté devant sa porte au milieu de la nuit, Joris espère simplement ne jamais le recroiser. Bah tu m'étonnes, tu veux rentrer chez toi après une très longue journée de travail et bah non, t'as un mec qui est là, qui squatte, comme ça. C'est très bizarre. J'avoue, je serais sûrement allé, mais ça c'est parce que moi j'ai la flemme, je préfère être chez moi, mais et puis j'ai personne à qui aller chez quelqu'un dormir. Mais voilà, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi? C'est flippant de se dire ça. Casse-toi, va chez toi, ou pourquoi t'es devant chez moi? Peut-être qu'il s'est trompé de maison, je sais pas. Il est comme ça, peut-être il est fou bourré, il est comme ça, avec sa clé depuis tout à l'heure, il dit non, je comprends pas, ça va pas rentrer. Normal, c'est pas chez toi. Bref, allez, prochain thread. Cette histoire n'est pas très longue. Toute la scène dure moins d'1 heure. Mais pour Benjamin, sur le moment, ça lui paraît beaucoup plus long. À cette époque, Benjamin a 18 ans. Il sort avec sa petite amie du moment. Le problème, c'est que les parents de sa copine sont très stricts. Du coup, la plupart du temps, c'est lui qui doit aller chez elle tous les week-ends pour qu'ils puissent se voir. Elle habite à environ 30 à 50 minutes en transport en commun. Parce que Benjamin vit en ville et que le métro peut parfois avoir pas mal de retard. Bah tu sais quoi, c'est bien les parents. Pour une fois, il y en a, ils s'occupent de leur fille. C'est bien. Ce jour-là, c'est exactement la même routine. Benjamin va chez elle, ils discutent, passent un moment ensemble, puis il est temps pour lui de rentrer chez lui. Parce que de son côté aussi, ses parents sont très stricts. Ils ne le laissent pas sortir après une certaine heure. Donc, il doit se dépêcher de rentrer. Quand il arrive à la station de métro, Benjamin se rend compte d'un truc. Il a oublié sa carte de métro. Alors, il prend une décision un peu stupide. Il saute le tourniquet pour rentrer. Et au moment où il passe par-dessus, il croise le regard d'un inconnu, juste de l'autre côté du portillon. Cet homme a l'air d'avoir entre 30 et 40 ans. Il a le teint mat, porte un débardeur blanc usé et ses cheveux grisonnants sont complètement en bataille. Benjamin a l'impression qu'il attire immédiatement son attention parce que l'homme était en train de crier et au moment où leurs regards se croisent, il s'arrête. Mais Benjamin n'y prête pas vraiment attention. Il a ses écouteurs dans les oreilles, il est plutôt discret. Donc il continue simplement son chemin sur le quai. Il avance un peu et au bout de quelques secondes, il a une impression étrange, comme si l'homme le suivait. Il se dit qu'il est sûrement paranoïaque, donc il continue d'avancer le long du quai jusqu'à s'arrêter près d'un pilier. Et là, l'homme s'arrête aussi. Il commence à faire les 100 pas derrière lui, en se parlant tout seul. À ce moment-là, Benjamin comprend quelque chose. Il est sur un quai presque vide. Il y a peut-être 2 à 4 personnes, mais elles sont assez loin. Et lui, il est complètement isolé. En plus, il se tient juste au bord du quai, au-dessus des rails, et il ne sait absolument pas quoi faire. Les trains sont en retard, et s'il continue à avancer plus loin sur le quai, il va arriver dans une impasse. Alors Benjamin prend une décision. Il envoie d'abord un message à son frère pour lui expliquer la situation. Puis il l'appelle en FaceTime. Il tient son téléphone devant lui de façon à ce que la caméra montre derrière lui, sans qu'il ait besoin de se retourner. Son frère peut donc observer la scène pendant qu'il parle avec les écouteurs. Et d'après son frère, l'homme est en train de le fixer du regard. Il continue de faire les 100 pas de façon complètement erratique.
et son comportement devient de plus en plus agressif. À ce moment-là, Benjamin commence à trembler. Même s'il vit en ville, il ne croise pas souvent ce genre de situation. Peut-être qu'il a déjà croisé un sans-abri un peu instable une fois ou deux, mais rien de comparable. Benjamin continue de marcher le long du quai, toujours en FaceTime. L'homme continue de le suivre. Puis Benjamin s'arrête derrière un autre pilier. Il regarde frénétiquement les horaires de train, espérant que le prochain arrive vite pour qu'il puisse sortir de cette situation. Pendant ce temps, l'homme continue de crier. Après environ 10 minutes, le train arrive enfin en gare, mais il arrive très lentement. Alors que le train commence à s'arrêter sur le quai, l'homme abandonne soudainement. Il s'éloigne. Benjamin, lui, marche le long du quai pour être sûr de ne pas monter dans le même wagon que lui. Et sur le moment, la lenteur du train l'agace énormément. En y repensant, c'est peut-être ce qui l'a sauvé. Parce que selon son frère, l'homme attendait justement l'arrivée du train. Il aurait probablement voulu le pousser sur les rails. Mais comme le train arrivait trop lentement, il a fini par renoncer. Benjamin pense que le gars voulait sûrement le voler. Alors à l'homme qui a essayé de le pousser sur les rails du métro, Benjamin espère simplement ne jamais le recroiser. Bah tu m'étonnes, ça fait du bien ça, hein? Tiens, on va te pousser sur les rails du train. Voilà, comme ça tu vas mourir, parce que train versus humain, généralement. Et bah, y a match pour le train, hein, il me semble, quand même. Donc je dis mais pourquoi? Ta vie peut dépendre d'un gars qui a juste... qui est dans un délire, dans un bad, dans un je sais pas quoi. C'est fou ça. Bah, c'est comme hier, j'allais prendre le train, et puis là je vois quoi? Il y a des gosses, il y a le train, il arrive bientôt, tu sais, il est là-bas en mode on le voit arriver. Les gosses ils courent, mais devant le truc, tu sais, il y a le truc blanc, où en mode là faut pas aller au-delà. Bah les mecs, les petits, ils étaient là comme ça, ils couraient. Et les parents, rien à foutre, mais je suis en mode, mais vous êtes tarés ou c'est comment? Enfin, ça vous dit pas de prendre vos gosses? Genre là, demain ils tombent, c'est ciao, hein. Ils vont pas faire le point, hein. Et puis ils sont petits, ils vont pas pouvoir remonter. Toi tu tombes un peu, tu peux, soit adrénaline, tu remontes vite fait, etc. Tu arrives parce qu'il est un peu au loin, il rentre en gare, donc il fait doucement un peu, tu vois. Donc il y a un monde où t'as le temps. Là c'est des petits, ils sont tout petits, ils ont 4-5 ans, tu sais. Je me dis, mais soyez responsables, tenez-leur la main, je sais pas, faites quelque chose. Bon, bref. Allez, je raconte ma vie, mais c'est comme ça. Et voilà, mes petits potes, si vous avez kiffé ces threads, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Et si vous en voulez plus, je vous invite à aller voir cette vidéo-là. Dans cette vidéo, il y a 3 threads, dont 2 paranormales. Donc si t'aimes le paranormal, je t'invite à aller la voir, hein. Tu vas kiffer. Les gens qui kiffent, ils m'ont dit qu'ils ont kiffé. Bon allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.